Bonsoir à tous. Je suis donc Aspasia Stamatoulas Bastard. Je suis clinicienne et travaille dans le département d'hématologie clinique, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Et puis, non, j'ai pas ma diapo, mais ça, elle va arriver. Je n'ai qu'une seule diapo, donc celle-ci est là pour but juste de faire un petit historique sur le syndrome myélodysplasique qui, en 83, avait été classifié dans le FAB. Donc, il y a plusieurs progrès dans les syndromes myélodysplasiques qui touchent la cytologie. Entre 83 et 2022, les choses ont changé. Je pense qu'on va vous expliquer ça beaucoup plus longuement que ce que je vous dis à l'heure actuelle. Deuxième progrès concerne la génétique, puisqu'au départ, nous avions qu'une cytogénétique et que maintenant, nous avions des techniques beaucoup plus précises qui nous permettent aussi de retrouver des mutations, le NGS, et ceci vous sera aussi expliqué. Et pour reprendre un peu la partie clinique, nous avons des scores pronostiques et celui qui a été initié en 97 est encore utile à l'heure actuelle puisqu'il s'agit de l'index pronostic international qui tenait compte au départ de 3 données qui étaient la biologie clinique, l'hémogramme, la cytogénétique et puis le pourcentage de blast médulaire. Donc vous voyez bien que pour l'instant on ne peut pas encore se passer du myélogramme et de la cytologie. Les choses ont changé puisqu'à l'heure actuelle dans cet index pronostic on y a introduit de la biologie moléculaire. On vous expliquera ça un peu plus tard. Et puis en termes de traitement, la chose à retenir, c'est qu'on ne peut entre guillemets guérir les syndromes myélodysplasiques, c'est qu'avec une allogreffe. Ça reste vrai encore à l'heure actuelle. Et puis, depuis les années 2000, nous avons 2 drogues qui ont révolutionné la prise en charge des patients. Une première dans les faibles risques, les syndromes myélodysplasiques de faible risque, qui sont les agents stimulants l'érythropoïèse, le PO, pour lequel nous avons aujourd'hui l'AMM. Et le deuxième qui est, a révolutionné la prise en charge des syndromes myélodysplasiques de haut risque, qui est l'azacitidine, qui est un agent déméthylant et qui permet chez les patients qui sont âgés d'avoir un traitement spécifique. Alors, cet agent ne permet pas de guérir, mais permet d'allonger la survie. Donc, sur ce, j'ai 3 informations à vous donner. Je remercie le groupe francophone des myélodysplasies qui initie des essais cliniques et qui nous permet d'avoir des essais à proposer à nos patients. Le deuxième, c'est qu'il existe une association de patients qui est l'association Connaître et combattre les syndromes myélodysplasiques. Et puis, nous avons la chance de faire partie des centres français qui sont reconnus comme centres d'excellence grâce à notre collaboration avec la biologie et la génétique. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Marion. Merci Aspasia. Ah, alors c'est pas le bon diaporama. Nous, c'est le diaporama de la biologie clinique. Donc j'en profite pour nous présenter. Donc, nous sommes donc 3 praticiens du laboratoire de biologie clinique au sein du département de biopathologie. Donc moi, je suis le docteur Marion David, mon collègue Cédric Paquin et Madame docteur Fontaine, Camille Fontaine, qui clôturera cette intervention. Donc, on a choisi de commencer par un petit cas clinique pour se mettre en jambe. Donc voilà, un patient âgé de 75 ans qui consulte en médecine générale pour une asthénie persistante. Dans ses antécédents, une hypertension artérielle, un diabète. Donc, il est traité pour son hypertension artérielle et pour son diabète par la metformine et également par oméprazole. L'examen clinique ne retrouve aucune particularité. Au bilan biologique, donc ici vous avez une partie de la numération formule, donc la numération des globules rouges et des paramètres des rouges et la numération des plaquettes. Donc, on a encadré en rouge ce qui est important. Donc vous voyez qu'il y a une anémie, l'hémoglobine est légèrement diminuée, une macrocytose, le VGM est à 101 femtolitres,
Et par contre, les plaquettes ont un chiffre normal à 312 gigas par litre. Et en ce qui concerne les globules blancs, le chiffre donc, de leucocyte normal avec une formule normale des neutrophiles qui sont en quantité normale. Le bilan biochimique, je passe rapidement, il n'y a rien de particulier à en dire, que ce soit le bilan électrolytique, le bilan rénal, le bilan hépatique, il est normal ou quasi normal. Donc voilà, je vais vous inviter à réfléchir sur ce petit QCM que je vous lis, le temps que vous y réfléchissiez. Donc devant cette anémie macrocytaire isolée, un avis hématologique est nécessaire. Il ne peut pas s'agir d'un syndrome myélodysplasique. Il est nécessaire de compléter le bilan sanguin et l'anémie peut être un artefact lié à l'EDTA présent dans le tube de prélèvement. Donc vous ne pouvez pas voter, mais je vous laisse réfléchir chacun voilà, quelques secondes. Donc la bonne réponse, c'est qu'il est nécessaire de compléter le bilan sanguin. Donc, il est un peu prématuré de demander un avis spécialisé hématologique. Il pourrait s'agir d'un syndrome myélodysplasique et mes collègues vont revenir dessus. Et l'artefact lié à l'EDTA, je vous rappelle que ça ne concerne pas les globules rouges, mais les plaquettes. Il peut y avoir des fausses thrombopénies liées à une agrégation plaquettaire de l'anticoagulant dans le tube de l'EDTA. Donc, vous avez donc choisi de compléter le bilan sanguin. Donc là, on vous a mis un certain nombre d'analyses complémentaires. Donc pareil, je vous laisse y réfléchir, chacun pour soi. Donc les réticulocytes, le myélo, le PO, ferritine, les folates et la vitamine B12, l'aptoglobine, TSH, une recherche de PALU ou CRP. Et ou CRP, parce qu'il y a plusieurs réponses normales. Donc, une anémie macrocytaire. Donc déjà, on va doser les réticulocytes pour voir le caractère régénératif ou pas de cette anémie. Elle est macrocytaire, donc, et on va potentiellement penser à une carence, donc une carence en folate et en B12, éventuellement à un problème thyroïdien, donc un dosage de TSH. Et pendant qu'on y est, on propose aussi d'élargir le bilan à d'autres carences, donc ferritine, et à d'autres causes d'anémie, donc anémie hémolytique avec l'aptoglobine ou inflammatoire avec la CRP. Donc voici le bilan. Donc vous voyez que les réticulocytes sont normaux, donc on est bien sur une anémie macrocytaire arégénérative. La B12 est diminuée, donc c'était une carence en B12. L'ensemble des autres paramètres étaient normaux. Donc juste ce cas clinique pour vous illustrer un exemple de dysmyélopoïèse qui n'est pas un syndrome myélodysplasique. Donc après, on va aborder un peu plus les syndromes myélodysplasiques, mais qui est secondaire à une carence. Donc juste pour enchaîner, quelques généralités. Donc dysmyélopoïèse, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il s'agit de dysfonctionnements qui peuvent être de plusieurs types, de la production des cellules produites par la moelle osseuse, donc des cellules sanguines. Donc, ces dysfonctionnements peuvent être quantitatifs, donc à type de cytopénie, donc, qui touchent les globules rouges et ou les plaquettes et ou les globules blancs. Et ces dysfonctionnements peuvent également être qualitatifs, donc des symptômes cytologiques qui ne sont pas spécifiques d'un syndrome myélodysplasique, mais qui peuvent être liés à d'autres causes. Donc, juste pour vous illustrer, la dysérythropoïèse, donc ici on voit des globules rouges qui ont des anomalies morphologiques avec des hématies cibles, avec des globules rouges qui sont étirés. Normalement, c'est un rond avec un trou au milieu parce qu'il n'y a pas de noyau. Ici, une dysgranulopoïèse avec certains polynucléaires neutrophiles qui sont peu granuleux et avec qui sont peu lobés. Et puis la dysmégacariopoïèse, donc ici les flèches qui vous montrent différentes plaquettes qui sont de grande taille et puis faiblement granuleuses. Ouais, je passe la parole. Alors du coup, le propos ici, c'est de dire que le dysfonctionnement de production de la moelle osseuse qui vont se manifester par des anomalies quantitatives ou qualitatives de la production des cellules sanguines, elles ont plusieurs causes possibles, donc qui peuvent être primaires,
clonales, type de syndrome myélodysplasique, mais pas que. Il y a aussi des anomalies constitutionnelles. Il y a aussi des clones HPN qui peuvent se manifester chez les patients. Et puis, dans un premier lieu, elles peuvent aussi et surtout être secondaires, c'est-à-dire carentielles, toxiques ou d'origine immunologique, secondaires à des dysimmunités. Donc, ce à quoi il faut penser dans une démarche diagnostique, donc on vous a fait une liste qui ne se veut pas exhaustive des causes les plus fréquentes. Donc les causes carentielles de dysmyélopoïèse, ça va se manifester sur le bilan sanguin dans le cas des carences en folate ou en B12 par des anémies normochromes macrocytaires arégénératives, parfois des neutropénies, parfois des thrombopénies. Nous, au laboratoire, on va aussi observer sur le frottis sanguin des anomalies qui nous orientent fortement vers ça, dans ce cas précis, des polynucléaires hyper segmentés, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 5 lobes. Ça, c'est un indice qui peut nous orienter vers une carence en B9 ou en B12 et qui va nous inciter notamment à rajouter le dosage et étayer la démarche. Les carences martiales, bien évidemment, sont des causes notamment d'anémie, donc qui vont se manifester sur le bilan par d'abord une hypochromie, puis une microcytose, puis une anémie. Il peut y avoir une thrombocytose modérée d'accompagnement parce qu'il y a une synthèse de PO en réponse à cette anémie qui va stimuler les récepteurs à la thrombopoïétine. Nous, au microscope, une carence martiale, on l'évoquera. Il y a des frottis qui sont assez... qui sont anormaux sur la morphologie des rouges, avec notamment une poïkyocytose, des hématocytes. Donc encore une fois, comme l'a dit Marion, des anomalies qui sont pas du tout spécifiques d'une cause. C'est plutôt un ensemble d'arguments qui va nous orienter vers une cause ou vers une autre. Donc, parmi les dysmyélopoïèses secondaires fréquemment rencontrées, il y a aussi les causes toxiques, au premier rang desquelles l'éthylisme chronique, par un mécanisme multiple de toxicité sur la moelle. Donc, ça va se manifester par des anémies normochromes, plus ou moins macrocytaires en fonction de la profondeur de l'intoxication et à régénérative toujours. Donc il peut aussi y avoir des neutropénies et des thrombopénies. Alors au microscope, on va avoir dans le cas d'anémie et de dysmyélopoïèse causée par un éthylisme chronique, notamment une importante dysérythropoïèse avec beaucoup d'anomalies différentes. Là, on vous a mis un exemple de stomatocytes, de cellules cibles, d'acanthocytes. On peut avoir beaucoup d'anomalies des globules rouges parce que le mécanisme de toxicité de l'alcool se fait à différents niveaux et les causes sont multiples. Donc les mécanismes toxiques, on a aussi des médicaments qui induisent des dysmyélopoïèses. Donc là, on vous a mis une liste, encore une fois, qui ne se veut pas exhaustive, mais à laquelle il faut penser quand même quand les patients se présentent avec des cytopénies ou des signes qui pourraient évoquer une dysmyélopoïèse. Donc les médicaments qui interfèrent avec le cycle des folates, notamment hydroxyurée, méthotrexate, Bactrim. On vous a cité les antithyroïdiens de synthèse, qui sont des agents responsables d'agranulocytose notamment. Et puis le mycophénolate, le Celcept, qui va lui donner des anomalies qualitatives des polynucléaires neutrophiles notamment, avec des polis hypolobés, comme on vous a mis sur la photo, qui peuvent faire évoquer un syndrome myélodysplasique parce que c'est une anomalie qualitative et qui là en fait est d'origine toxique et réversible à l'arrêt du médicament. Donc nous au labo, quand on n'a pas le contexte, on peut évoquer un syndrome myélodysplasique au vu de cette anomalie qualitative. Et en fait, non, il est d'origine toxique. Donc, c'est juste pour rappeler qu'il était important aussi qu'on ait tous les éléments pour pouvoir discuter au mieux du diagnostic. Donc maintenant, les étiologies primaires, il y a des étiologies constitutionnelles. On ne va pas s'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet de la soirée. Mais il y a des causes de thrombopénie, j'en ai cité le syndrome MYH9, des causes d'anémie, au premier rang desquelles les hémoglobinopathies. Et puis la première cause de neutropénie primaire et constitutionnelle, ça reste la neutropénie d'origine ethnique. Il faut quand même penser que les sujets africains, d'origine africaine notamment, marginalisent les PNN. Donc on a fréquemment, selon les origines ethniques, des neutropénies qui sont juste liées à ça, quoi. Il y a aussi des mutations, à la marge, on va pas s'étendre là-dessus. Donc maintenant, les anomalies clonales, effectivement, il y a les syndromes myélodysplasiques, les leucémies aiguës ou les clones HPN. Alors maintenant, on a vu qu'il y avait une multitude de causes de dysmyélopoïèse. Et quand penser à un SMD et comment et quand l'évoquer?
Donc, pour le faire de façon méthodique, il y a un guide de la HAS qui a été publié en 2015, guide du parcours de soins, qui propose une méthode d'investigation. Donc au premier rang desquels l'interrogatoire et l'examen clinique. Est-ce qu'il y a des médicaments donc, qui pourraient évoquer une cause toxique? Est-ce qu'il y a des antécédents infectieux, hémorragiques, l'ancienneté des cytopénies? Parce que le syndrome myélodysplasique, il va avoir une installation insidieuse, alors que si c'est une cause d'origine plus brutale, on va moins l'évoquer. L'âge, ça reste quand même des pathologies du sujet âgé. Si vous avez un sujet jeune, c'est peut-être pas la cause à laquelle il faut penser en premier. Les antécédents d'exposition qui sont des facteurs favorisants des SMD. Donc, je vous ai mis là l'exemple du benzène et de l'exposition à la radiothérapie. Les antécédents familiaux pour éliminer d'une part des causes constitutionnelles ou des facteurs de prédisposition aux hémopathies, ça existe aussi, des signes de maladies dysimmunitaires qui sont parfois accompagnantes de ces syndromes myélodysplasiques. Donc, quels examens biologiques réalisés en première intention? Les réticulocytes, c'est indispensable pour déterminer la cause centrale d'une anémie, déjà. Être sûr que ce ne soit pas une cause périphérique qui est en jeu. L'analyse cytologique du frottis sanguin, vous n'avez pas besoin de la demander. La plupart du temps, c'est fait de manière réflexe au laboratoire, parce qu'on a une société savante qui nous donne des règles de revue des frottis. Donc voilà, ce sera fait et on pourra voir ou pas des signes de dysmyélopoïèse. Le dosage des vitamines, de la ferritine, les bilans rénal, bilan inflammatoire, bilan hépatique, l'aptoglobine pour éliminer une hémolyse, bilan thyroïdien, les sérologies virales et éventuellement la recherche d'un clone HPN si le contexte est évocateur. Donc, une fois qu'on a soupçonné le SMD, comment le caractérise-t-on? Donc, il y a deux choses à penser. Donc, il faut faire un myélogramme parce que le pourcentage de blast est indispensable pour établir le diagnostic. L'évaluation de la cellularité de la moelle et éventuellement de signes de dysmyélopoïèse. Voilà. Donc, les examens de cytogénétique et de biologie moléculaire sont également indispensables. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que mes collègues vont évidemment en parler, c'est eux qui connaissent. Et puis il y a d'autres examens complémentaires pour étayer le diagnostic. C'est le dosage sérique de PO pour évaluer la réponse au traitement ultérieurement. Et les typages HLA, phénotype érythrocytaire pour anticiper une éventuelle greffe. Et puis congeler du matériel pour pouvoir faire des analyses auxquelles on n'aurait pas pensé en premier lieu. Donc pourquoi il faut faire un myélogramme et de la cytogénétique et de la biologie moléculaire? Parce que la classification OMS en fait, des SMD, elle est basée sur la blastose médulaire et sur les anomalies cytogénétiques et sur les anomalies moléculaires. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mes collègues vont vous la présenter beaucoup mieux qu'on ne le ferait. Et je vais donc passer la parole à Camille pour le deuxième cas clinique. Donc, pour clore cette première présentation, juste un petit cas clinique rapide pour illustrer ce que vient d'expliquer Cédric. Donc, il s'agit d'une dame de 70 ans qui consulte son médecin traitant pour une asthénie. Donc, un bilan est fait et on trouve une thrombopénie isolée qui sera supplémentée en B9, B12, mais qui s'avère persistante, puisqu'au bout de 6 mois, donc de mémoire, la thrombopénie était aux alentours de 130 gigas, et au bout de 6 mois, ça s'aggrave et elle arrive à 60 gigas par litre. Ça s'accompagne d'une leuconeutropénie, donc des polynucléaires neutrophiles à 1,3 gigas par litre, et une anémie macrocytaire arégénérative, puisque les réticulocytes ne sont qu'à 80 gigas par litre. Donc là, on est face à une pancytopénie, les 3 lignées sont touchées, et on a une absence de carence en B9, B12. Donc, on sollicite votre avis, enfin, en tout cas votre petite réflexion. Face à cette pancytopénie, là, on est bien dans le cas d'orienter notre patient vers un avis hématologique. Il peut s'agir d'un SMD. Une hémolyse, c'est peu probable, puisque là on a vraiment les 3 lignées qui sont touchées, et une carence en fer, on a du mal à y croire puisqu'on n'a pas de microcytose. Donc envoyons le patient vers un hématologue. Donc pas de carence, pas d'hémolyse, le reste du bilan est normal.
En plus de ces anomalies quantitatives sur la numération, au microscope, on retrouve une hypogranulation des polynucléaires neutrophiles, donc un signe de dysgranulopoïèse. Un myélogramme lui est fait, on retrouve une blastose, donc qui est évaluée aux alentours de 13%. Et en conclusion, donc, une moelle de richesse diminuée, présence de signes de dysmyélopoïèse sur les 3 lignées. Et donc la conclusion est qu'on est face à un aspect qui est compatible avec un SMD, avec excès de blast de type 2. Voilà. Donc notre patiente a son diagnostic de SMD. Alors cette maladie, est-ce que c'est plutôt une maladie indolente ou va-t-elle évoluer ? Pensez-vous évoluer plutôt vers une LMMC, une leucémie aiguë ou un myélome ? Je pense que tout le monde a sa petite idée. Ici, effectivement, ça évolue. Les SMD peuvent évoluer en leucémie aiguë, c'est ce qu'on redoute. Notre patiente a bénéficié du Vidaza, donc l'azacitidine, dont on parlait tout à l'heure, qui a bien stabilisé sa maladie pendant un moment, mais récemment, donc en octobre dernier, donc ça faisait 1 an et demi qu'on lui avait fait son diagnostic de SMD, la patiente se représente et les cytopénies, donc au niveau de l'anémie s'aggrave, la thrombopénie s'aggrave, les globules blancs augmentent à 14 gigas, mais au niveau du frottis sanguin, on met en évidence des blastes. On a toujours la présence de ces polynucléaires hypogranuleux, parfois hypolobés. Donc 11% de blastes dans le sang. Elle bénéficie d'un myélogramme et cette fois-ci, la blastose est évaluée à 41%. Et donc là, on est face à une transformation de son SMD connu en leucémie aiguë myéloïde. Juste pour information, donc elle a eu les analyses complémentaires, donc son karyotype qui a mis en évidence une translocation 6-9 et en biomol, donc 2 mutations ont été mises en évidence. Je ne m'attarderai pas dessus parce que je suis incapable de vous l'expliquer, mais mes collègues le feront bien mieux que moi. Voilà. Merci beaucoup. Je demande à respecter bien le temps parce que là, on a dépassé de 7 minutes. Bon, je donne la parole à Dr Pascaline Francelin pour la biologie moléculaire. Merci. Bonsoir à tous. Alors, hop. Donc, moi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe entre une numération normale, finalement, et un diagnostic de syndrome myélodysplasique, avec la notion d'hématopoïèse clonale qui est apparue il y a maintenant une quinzaine d'années, et vous expliquer un petit peu quels sont les apports de la biologie moléculaire pour pouvoir discuter un peu de cette évolution. Donc on est parti de certains dogmes, c'est-à-dire que toutes les cellules de l'organisme disposaient du même génome, à 3 exceptions près, sur lesquelles des exceptions sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais des modifications somatiques du génome des lymphocytes T et B, des tissus dits mosaïques qui vont résulter en fait de mutations au début de la vie embryonnaire, et puis l'acquisition de mutations caractéristiques des cancers qui vont conférer à ces cellules une capacité de prolifération illimitée et une résistance à la mort cellulaire. Et donc ça, c'était vraiment le concept qu'on connaissait jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années. Les mutations somatiques sont acquises par les cellules cancéreuses et expliquent l'oncogénèse. Et finalement, il y a de nouvelles des développements technologiques, notamment avec le développement du séquençage nouvelle génération, qui font un peu tomber ces dogmes, avec notamment la démonstration que l'acquisition des mutations pouvait se faire dans tous les organes sains au cours du vieillissement. Et le tissu hématopoïétique est un organe à proprement parler, et donc il est soumis justement à l'acquisition de ces mutations. Et donc, on a du mal maintenant à faire la distinction vraiment entre le génome constitutionnel, qui constitue l'ensemble de nos cellules, et le génome tumoral. Et donc, ces différentes anomalies vont permettre de nous expliquer que l'oncogénèse, finalement, ce n'est pas uniquement l'acquisition de mutations somatiques, mais c'est aussi le développement d'un certain nombre de mécanismes. Donc, l'évolution clonale et les mutations oncogénétiques, finalement, elles sont normales dans les tissus sains. En tout cas, elles s'acquièrent chez des patients qui n'ont pas encore de symptômes, donc qui ne sont pas réellement des patients.
Et donc maintenant, la délimitation est extrêmement floue entre le normal et le pathologique. Les recherches de mutations ne sont plus obligatoirement synonymes de pathologie cancéreuse, en tout cas dans le sens premier du terme. Et on a des entités qui sont des entités intermédiaires qui sont entre la population cellulaire normale et la population cellulaire pathologique, dont l'hématopoïèse clonale de signification indéterminée. Donc on avait un peu connaissance de ces phénomènes quand on parlait des MGUS qui évoluaient vers des myélomes ou des maladies de Waldenström. Donc ça, c'était vraiment sur la partie lymphoïde. Et maintenant, sur la partie myéloïde, c'est aussi bien connu, avec justement cette hématopoïèse clonale de signification indéterminée, qui peut évoluer dans un temps plus ou moins long en fonction des patients, en fonction des sujets, puisqu'ils ne sont pas forcément patients en hématologie au moment des diagnostics, et qui peuvent évoluer vers des syndromes myélodysplasiques ou d'autres hémopathies myéloïdes ou éventuellement des hémopathies lymphoïdes. Et tout ça pour aboutir à une leucémie aiguë potentiellement. Donc la définition d'une hématopoïèse clonale de signification indéterminée, c'est vraiment l'identification chez des individus a priori sans maladie hématologique d'une ou plusieurs mutations somatiques dans les cellules hématopoïétiques. Et donc on va avoir plusieurs conséquences à ces phénomènes de CHIP ou d'hématopoïèse clonale de signification indéterminée, c'est que on va avoir des évolutions qui sont soit liées à l'hématopoïèse, soit non liées à l'hématopoïèse. Donc la plus grande évolution qu'on connaisse et qui est logique, on va dire, c'est l'évolution vers un cancer hématologique. Et donc là, on a, pour des patients qui développent ces CHIP, un risque de multiplier par 10 le risque de développer une hémopathie myéloïde, avec notamment entre 0,5 et 1% de transformation par an vers une hémopathie lymphoïde ou myéloïde. La deuxième conséquence, c'est qu'on a, et je vais revenir un petit peu dessus, aujourd'hui la preuve que les CHIP sont extrêmement impliqués dans l'augmentation des risques d'athérosclérose et de mortalité cardiovasculaire sans les signes habituels d'anomalies cardiovasculaires ou de prédisposition, on va dire, à ce risque, sans signe d'obésité, sans signe de diabète ou d'hypertension artérielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément et pour laquelle la littérature est de plus en plus importante. Et puis, on a aussi l'augmentation possible du risque d'anomalies myéloïdes qui, après exposition en fait, à des radios ou des chimiothérapies pour des patientes, par exemple, qui seraient traitées pour un cancer du sein et pour laquelle ces CHIP préexistantes augmenteraient le risque d'évoluer en néoplasie myéloïde. Donc, la CHIP, ce n'est pas forcément un état précancéreux, mais ça peut être un état permissif à l'expansion clonale. Et aujourd'hui, il y a un seuil qui est fixé arbitrairement à 2%, donc c'est la fréquence allélique de la mutation, qui est fixée à 2% dans le sang périphérique en l'absence d'anomalies morphologiques, histopathologiques et en l'absence de diagnostic d'hémopathie maligne posée. Donc en bas, vous avez un graphique d'évolution de la survie des patients entre les patients qui n'ont pas d'hématopoïèse clonale et les patients qui ont une hématopoïèse clonale. Et vous voyez que la survie sans autre risque de décès est bien moindre chez ces patients-là. Donc l'évolution de la CHIP ou de l'état normal vers un syndrome myélodysplasique ou vers une leucémie aiguë myéloïde, cette évolution, elle est dans un temps qui est variable d'un sujet à l'autre, qui peut être parfois très court. On en a vu un exemple avec la présentation précédente, ou qui peut être très long, du domaine de plusieurs années. Et c'est cet état et ces modalités de suivi qui vont être intéressantes à pouvoir définir. Donc, on a plusieurs accumulations séquentielles au cours du temps de mutations qui vont être soit des mutations qui vont induire une expansion clonale, soit des mutations qui vont contribuer à l'évolution de la pathologie sans nécessairement être le clone majoritaire.
Donc là, vous voyez des états en fait qui sont entre les états de CHIP et les états de syndrome myélodysplasique, avec tout un tas plusieurs états qui sont liés à des présences ou non de cytopénie, à des présences ou non d'anomalies moléculaires additionnelles, avec justement cette évolution entre les dysplasies idiopathiques de signification indéterminée, les cytopénies idiopathiques avec des vraies cytopénies soit unies, soit multilignées, et puis avec les cytopénies qui sont clonales, et là qui font plutôt un état vraiment pré-syndrome myélodysplasique. Mais la distinction entre ces différents états, elle est relativement difficile, et donc au quotidien, on a une concertation entre la cytologie, la clinique évidemment, la cytogénétique et la biologie moléculaire pour pouvoir établir un diagnostic qui va rythmer aussi le suivi du patient. Donc en 2022, on a une nouvelle classification de l'OMS qui est sortie. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de la classification, parce qu'il y a encore beaucoup d'aspects de la classification qui sont basés sur la cytologie. Moi, je vais m'orienter plus sur la partie biologie moléculaire, avec notamment la grande différence par rapport à la classification précédente, c'est qu'aujourd'hui, on parle de néoplasie myélodysplasique et plus de syndrome myélodysplasique. Donc ça, c'est une évolution de la terminologie qui est assez importante, avec un seuil recommandé de dysplasie de 10% pour toutes les lignées. 2 grandes classes de syndrome myélodysplasique, donc j'ai simplifié au maximum la classification pour que ce soit un peu plus facile à décrire. Les syndromes myélodysplasiques ou les néoplasies myélodysplasiques avec anomalie morphologique, et puis celles avec anomalie génétique particulière ou récurrente. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ce que le docteur Stamatoulas disait tout à l'heure, les anomalies cytogénétiques sont extrêmement importantes pour classer les syndromes myélodysplasiques, mais il y a quand même un certain nombre de patients, donc à peu près un cas sur 2, pour lesquels on ne retrouve pas d'anomalie cytogénétique et pour lesquels on doit compléter par de la biologie moléculaire. Des anomalies moléculaires dans les syndromes myélodysplasiques, c'est à peu près 90% des patients. Donc la classification, elle décrit 3 grandes catégories basées exclusivement, enfin 2 grandes catégories basées exclusivement sur la biologie moléculaire. Les syndromes myélodysplasiques avec mutation de SF3B1 et les syndromes myélodysplasiques avec mutation de TP53. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette classification-là, parce que notamment celle avec les anomalies de TP53, elle peut être sujette à discussion en fonction de comment on interprète la classification des syndromes myélodysplasiques et des leucémies aiguës myéloïdes, puisque finalement la distinction entre les deux est assez compliquée. Je vais revenir simplement sur la classification moléculaire et donc sur l'évolution des scores qui sont utilisés dans la pratique quotidienne pour prendre en charge un syndrome myélodysplasique aujourd'hui. Donc à gauche, vous avez les scores qui étaient utilisés, donc l'IPSS et l'IPSS révisé ou l'IPSS ajusté à l'âge, qui ont permis de classer des patients, mais pas de prise en compte à cette époque-là des mutations. Aujourd'hui, il y a un papier qui est sorti maintenant il y a plusieurs années, 2022, qui reprend la classification moléculaire, donc l'IPSS moléculaire, qui est basé sur un certain nombre de paramètres sur lesquels je vais revenir juste après, et qui intègre à peu près une trentaine de gènes que l'on va retrouver mutés à des fréquences plus ou moins importantes en fonction des types de syndrome myélodysplasique. Et finalement, ça va permettre de préciser le diagnostic des patients. Donc, cet IPSS moléculaire, il est basé sur un certain nombre de paramètres. Les paramètres hématologiques qui persistent, donc le taux de plaquettes, le pourcentage de blastes, l'âge du patient par exemple, la cytogénétique qui est toujours prépondérante dans cette classification, avec les groupes pronostiques dont je pense mes collègues vous parleront, et puis les paramètres moléculaires qui intègrent un certain nombre de choses, avec les mutations de TP53, une quinzaine de gènes majeurs et environ la même chose de gènes plus mineurs. Donc la somme de ces différentes caractéristiques fait un algorithme qui permet de reclasser les patients. Donc vous avez en haut à droite l'évolution de ces syndromes myélodysplasiques en fonction du score IPSS moléculaire. Et sur cette diapositive, en fait, on se rend compte qu'il y avait à peu près 50% des patients qui sont reclassés grâce à l'IPSS moléculaire.
Et donc, 75% des patients sont classés en risque plus élevé et 26% des patients en risque moins élevé. Et finalement, il y a quand même 6% des patients qui avaient un faible risque qui sont reclassés en patients à haut risque d'évolution. Donc, cet impact pronostique, enfin cet impact de ce score IPSS moléculaire est important puisqu'il permet une meilleure stratification du patient et d'adapter potentiellement le suivi en fonction de l'état général du patient. Donc, en pratique, aujourd'hui, un diagnostic de syndrome myélodysplasique ou de néoplasie myélodysplasique en 2024 nécessite un ensemble obligatoire d'analyse qui est finalement le reflet de ce que vous voyez ce soir, c'est-à-dire un travail entre les différents laboratoires avec l'hémogramme, bien sûr, vous en avez déjà eu la preuve avant, le myélogramme et éventuellement la BOM, donc avec une corrélation entre la cytologie et l'anatomopathologie. Les études de génétique avec le karyotype et plus ou moins la fiche et les études de biologie moléculaire. Et tout ça, ça permet d'avoir un intérêt diagnostique, c'est sûr, un intérêt théranostique avec potentiellement l'identification de cibles thérapeutiques et surtout un intérêt pronostique. Donc c'est vraiment un diagnostic aujourd'hui qui est pluridisciplinaire. Je vous remercie. Merci Pascaline d'avoir respecté le timing et de la présentation. Maintenant, place à la cytogénétique qui va nous parler de l'apport des karyotypes et des autres techniques. Merci. Alors, bonjour à tous. On est donc le docteur Dominique Pinter ici présente et moi-même Benoît Berby qui sommes praticiens dans le laboratoire d'oncogénétique et dans le secteur de cytogénétique des maladies hématologiques. Donc on l'a vu, il y a des nouvelles classifications qui émergent concernant la définition de l'OMS. On n'a pas insisté là-dessus, mais nous on va juste vous parler du fait qu'il y ait deux classifications concurrentes. L'OMS 2022, qui est la grande classification, et la classification internationale de consensus, publiée par ceux qui avaient écrit la précédente. Très rapidement, comme l'a dit Pascaline, deux groupes de syndrome myélodysplasique, de néoplasie myélodysplasique, celles qui sont définies par des anomalies récurrentes et celles qui sont définies morphologiquement. La classification ICC introduit un petit peu plus de précision sur le plan de la discrimination génétique et il y a quelques différences. Mais dans tous les cas, pour ce qui nous concerne dans le secteur donc, de cytogénétique, la place de la cytogénétique est réaffirmée dans les classifications et elle va se déterminer par plusieurs méthodes différentes, karyotypes, fiches, etc. Cette diapositive, c'est juste pour dire que la modification des classifications, elle n'est pas cosmétique. Elle introduit des différences véritables de classification et on a un non-recouvrement des patients de l'une à l'autre classification. Vous voyez à gauche la classification OMS 2016 qui était la précédente, et puis la classification internationale de consensus et l'OMS 2022. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de recouvrement parfait dans ces classifications, donc les nuances impliquent des choix qui orientent les patients. Dans le cadre des myélodysplasies qui sont définies par des syndromes myélodysplasiques qui sont définis par des anomalies génétiques, on a donc trois grandes catégories. Celles qui sont définies par une faible quantité de blast et une mutation SF3B1 qui se retrouvent dans les deux classifications. Celles qui sont définies par une faible quantité de blast et une délétion isolée du 5q, donc du bras long du chromosome 5. Et celles qui relèvent d'une nid d'activation biallélique de TP53 qui sont visualisées dans les deux. L'ICC fait la différence entre le SMD avec un TP53 muté quand il y a moins de 10% de blast et le syndrome mix SMD, leucémie aiguë avec un TP53 muté quand il y a entre 10 et 19% de blast. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur des choses qui sont un peu discutées en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que dans les trois premières, elles se définissent en excluant les autres. D'accord ? Donc si on est SF3B1 pour être considéré comme un syndrome myélodysplasique SF3B1, il ne faut pas avoir de DEL5Q, pas avoir de monosomie 7, etc. Et inversement pour le 5. Voilà, donc cette classification, juste pour dire qu'elle précise bien le besoin à la fois de la cytogénétique et à la fois des mutations pour être le plus pertinente possible. Qu'est-ce qu'elle amène, cette classification ? En fait, pourquoi on classifie ? Pour savoir ce que vont devenir nos patients.
Donc il y a effectivement une différence quand même de survie et de progression entre les patients. Alors c'est une illustration qui est prise d'une cohorte particulière, mais on voit bien que par exemple les syndromes 5Q- en violet vont beaucoup moins se transformer et beaucoup moins mourir que ceux qui sont une mutation biallélique une anomalie biallélique de TP53. D'accord ? C'est des choses qui, entre guillemets, sont évidentes quand on connaît la physiopathologie qui est derrière, mais qui est toujours bonne à rappeler. Les anomalies les plus fréquentes qu'on va voir dans le cadre de la cytogénétique, ce sont les déséquilibres, les copy number variations, c'est-à-dire qu'il y a le plus ou il y a moins d'une certaine portion du génome. D'accord ? 50% entre 40 et 50% des adultes avec une myélodysplasie de novo vont présenter des anomalies cytogénétiques et jusqu'à 80% dans le cadre des SMD post-traitement par chimiothérapie. D'accord ? Je ne m'attarde pas sur les SMD de l'enfant qui sont rarissimes. Donc voilà, donc les plus grandes anomalies les plus fréquentes, c'est celles qui touchent le 7 et notamment le bras long du 7, donc avec les monosomies 7 ou les délétions du 7Q, mais également le 17P sur lequel se trouve TP53. Donc c'est normal qu'il soit prioritairement touché. Et donc du coup les ISO 17Q, donc avec deux bras longs du 17 ou une délétion du 17P, sont au premier rang de tout ça. On table quand même sur le karyotype complexe, c'est-à-dire plus de 3 anomalies, qui est une anomalie qui est assez fréquente quand même, jusqu'à 10% dans les de novo et jusqu'à 45% dans les secondaires. Karyotype complexe, ça veut dire plus de 3 anomalies dans un seul karyotype. Les translocations, c'est-à-dire les anomalies de structure, sont moins fréquentes dans les myélodysplasies qu'elles peuvent l'être dans les leucémies aiguës, par exemple, qu'on a l'habitude de voir. On s'attarde quand même sur celles qui concernent MECOM, puisqu'elles vont être très recherchées, bien évidemment. Si MECOM est réarrangé et s'il y a des blastes cellulaires à plus de 10%, ça devient une leucémie aiguë. En fait, on retombe sur la classification des leucémies aiguës en fonction des anomalies qu'on trouve. Il y a des anomalies qu'on peut trouver dans le cadre d'une recherche de SMD qui sont en fait classantes pour une leucémie aiguë. Myéloïde. Et donc du coup, il faut bien faire attention à ça. Le seuil de 10%, il est défini par la classification ICC, mais il n'est pas défini dans la classification OMS. Donc là, c'est pareil, vous savez sur quelle chaise on s'assoit. La 6.9, c'est pareil, la DEC 214 qui peut se retrouver dans la SMD, mais qui définit des LM. Donc, la SMD, la cytogénétique, c'est obligatoire, parce que sinon on ne peut pas classer, de faire de la cytogénétique. Ça se fait sur un prélèvement médulaire, donc lors de la réalisation d'un myélogramme. Ça aide le diagnostic, ça aide le pronostic, ça aide le traitement. Ça, on l'a revu tout à l'heure dans la présentation précédente. Le karyotype, je vous le disais, il est informatif dans 40 à 45% dans les SMD de nouveau, jusqu'à 80% dans les SMD secondaires, et il permet d'établir le score RIPSS. Le score RIPSS, donc c'est l'indice de pronostic international révisé qui fait donc intervenir la cytogénétique avec un système de points. Donc très bon pronostic cytogénétique, pas de points. Bon pronostic, 1 point. Intermédiaire, 2 points. Pauvre, 3 points. Très pauvre, 4 points. Et on rajoute à ça l'interprétation avec les blastes médulaires, l'hémoglobine, les plaquettes et les neutrophiles. Et ça nous donne un compte sur lequel on va discuter tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans ces groupes de bons pronostics ? Il y a dans les groupes de très bons pronostics la perte de l'Y, qui est assez fréquente et qui, quand elle est présente dans plus de 75% des cellules, est monoclonale et donc peut être à l'origine du syndrome myélodysplasique. Mais également la DEL11Q, qui est celle qui... ces deux anomalies sont celles qui aboutissent à une médiane de survie la plus longue. D'accord ? Donc on a une médiane de survie, c'est-à-dire 50% des patients sont morts en 5,4 ans. OK ? Et un 50% qui survivent un petit peu plus. Dans le groupe très pauvre, donc les karyotypes complexes, on a une moyenne de survie qui est de 7 mois. C'est moins bien. Donc, c'est tout l'intérêt. C'est comme ça qu'ont été fondés ces groupes de pronostics cytogénétiques. On a essayé de les classer entre eux pour voir lesquels aboutissaient à une médiane de survie qui était comparable. Donc on retrouve dans les bons pronostics les DEL5Q isolés, le fameux 5Q- syndrome dont on a souvent entendu parler, mais également les DEL12P, les DEL20Q. Le groupe intermédiaire, c'est celle qui ne modifie pas finalement de manière extrême le pronostic moyen, donc avec une moyenne de survie de 2,7 ans. Donc l'ISO 17Q, plus 8, plus 19, plus 21, les DEL7Q, les clones indépendants, les doubles anomalies
excluant celles qui sont 7, puisque ces dernières appartiennent au pronostic cytogénétique pauvre, avec une moyenne de survie d'1 an et demi, de 18 mois, donc avec les karyotypes complexes à strictement 3 anomalies, les pertes, les monosomies 7 et les doubles anomalies incluant du 7. Bien évidemment, on a présenté tout à l'heure l'évolution de ce score qui était le MIPSS, qui faisait intervenir en plus les anomalies moléculaires avec les gènes que vous a présenté Pascaline tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on classe? Encore une fois, là, je vous présente ce que ça fait avec le RIPRSS tout seul, donc le pas moléculaire. D'accord? Donc on voit bien que nos groupes de pronostics cytogénétiques, ils entraînent des survies et qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc finalement, ces courbes de Kaplan-Meier sont l'illustration graphique de ce que je vous disais tout à l'heure sur les médianes de survie. Le RIPSS, ça se compte, c'est un score, hein, donc on compte les points. Hein, donc comme je vous ai présenté tout à l'heure les catégories, on les additionne et puis en fonction de ce qu'on a, moins d'1,5 très pauvre, très mauvais pronostic via le RIPRSS, risque très faible selon le IPRSS ou supérieur à 6, risque très haut selon le IPRSS, donc risque quoi? De transformation en leucémie aiguë ou de décès. Et voilà, je vais passer la parole au docteur Pinter pour la partie pratique. Si je parle, on m'entend. Merci Benoît. Donc moi je vais vous présenter plutôt la partie stratégie, en fait, les recommandations de façon générale et ce qu'on va faire au laboratoire pour la prise en charge. C'est pas ça, évidemment, c'est l'inverse. Juste un petit point particulier sur les syndromes myélodysplasiques avec délétion 5Q. Donc c'est une anomalie qui est connue depuis très très longtemps. Enfin, elle rentre maintenant comme dans les scores comme entité parfaitement définie par une anomalie cytogénétique. Donc elle va toucher ce qu'on appelle une zone minimale de délétion qui est située. Il y a 2 zones minimales de délétion sur le bras long du chromosome 5 en 5q31.2 ou 5q32.33. Donc la définition est très stricte. Il faut aussi qu'il y ait moins de 5% de blast dans la moelle, moins de 2% dans le sang. Et la délétion 5q elle doit être isolée sur le karyotype ou alors avec une autre anomalie, mais qui doit être différente d'une anomalie touchant le 7, donc monosomie 7 ou DEL7Q, et bien entendu sans anomalie de TP53. Donc ce syndrome 5Q- qui est connu depuis très longtemps, il est mieux défini maintenant et il est important à repérer et à identifier de façon extrêmement précise. Ce qu'on sait maintenant, et ce qui est important, c'est que cette délétion 5Q, en fait, elle peut être associée parfois à des anomalies du gène TP53. Donc la démarche, c'est en cas de DEL5Q isolé au karyotype, on va systématiquement chercher une délétion en fiche de TP53 parce qu'on a des patients qui vont avoir une DEL TP53 et à ce moment-là, si on a cette DEL TP53, on change radicalement de catégorie au niveau des scores pronostiques. Voilà. Donc on n'est plus juste dans le cas de la DEL5Q isolée, de bon pronostic, tout va bien. Il faut faire un peu attention. Voilà, par exemple, un exemple de délétion 5Q, donc pour montrer que la cytogénétique a encore une grande valeur et qu'il faut la réaliser de façon la plus correcte possible. Donc pour une patiente, on avait sur quelques métaphases en fait une délétion 5Q isolée, et puis en regardant, donc on était dans un groupe de bons pronostics selon le RIPSS, et en fait en complétant l'étude par d'autres métaphases, on s'est rendu compte qu'il y avait un sous-clone complexe au sein duquel on retrouvait la DEL5Q, mais avec d'autres anomalies. Donc on était à plus de 3 anomalies. Donc là, on change radicalement de pronostic et on tombe dans le très défavorable. Donc ne pas se contenter de quelques métaphases avec DEL5Q isolée. Un autre exemple de cytogénétique au quotidien dont vous a parlé Camille tout à l'heure. Donc une patiente, septembre 2023, elle a une myélodysplasie, un SMD-EB1 avec 6,5% de blast. Sur le karyotype, en fait, elle a une translocation 6-9 qu'on reconnaît là, donc le bras court du 6 qui part au bout du bras long du 9. Si on a un doute, on confirme avec des sondes de fiches. Et donc, il correspond à la fusion de 2 gènes DEC et NUP214. C'est une anomalie de très mauvais pronostic. Et maintenant, en fait,
Quand on a une fusion 6,9 DEC 214, si on a plus de 10% de blasts selon l'ICC, on bascule immédiatement dans le cadre d'une leucémie aiguë myéloblastique. Et en fait, cette patiente qui avait été identifiée SMD-EB1 initialement, en mars 2024, donc même pas un an après, sa blastose médulaire se majore. On a toujours cette même translocation et en fait, il aurait fallu la considérer dès le départ comme une LAM parce qu'elle avait cette translocation 6,9. Donc c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué de gérer ces différentes classifications parce qu'on n'est plus dans la stratégie initiale où vraiment la cytologie faisait un diagnostic précis. Maintenant, il faut vraiment qu'on collabore tous et c'est ça qui est intéressant, que ce soit les cytologistes, les cytogénéticiens, les molécularistes, parce qu'il faut vraiment construire quelque chose ensemble et on n'est plus tout seul à poser un diagnostic et un pronostic. Donc pour s'en sortir un petit peu dans toutes ces anomalies et ces scores, le GFCH, qui est le groupe francophone de cytogénétique hématologique, a publié en 2023 des recommandations sur qu'est-ce qu'on doit faire au niveau cytogénétique pour la prise en charge des myélodysplasies. Donc une cytogénétique qui doit être informative, bien évidemment, ce qu'on doit faire en cas d'échec, la refaire, plus ou moins des sondes de fiches, et puis évidemment complétée par des études moléculaires. Donc il faut que tous les laboratoires en fait s'applique à appliquer vraiment ces recommandations parce que c'est uniquement comme ça qu'on pourra vraiment donner un diagnostic et un pronostic le plus juste possible pour les patients. Donc, en pratique, au laboratoire, on fait bien évidemment un karyotype conventionnel associé à des fiches ciblées quand on veut préciser une anomalie ou renseigner une anomalie qui doit véritablement l'être. Donc, si on est tout de suite dans un score RIPSS mauvais ou très mauvais, donc karyotype complexe, anomalie de mauvais pronostic, on va s'arrêter là. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ça sera complété par le moléculaire, bien évidemment. En revanche, si on est en score IPSS cytogénétique bon ou intermédiaire, on va faire des techniques supplémentaires parce qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'anomalie cryptique ou d'anomalie qu'on n'aurait pas bien vue en plus qui risque de modifier le pronostic. Donc à ce moment-là, on va faire une technique de SNP array que je vais vous expliquer. Donc les SNP array, c'est quoi? C'est une technique en fait qui est pangénomique, qui ne nécessite pas forcément de culture cellulaire, donc qui se fait à partir d'un ADN. On peut utiliser soit l'ADN extrait pour la biomol ou alors extraire un ADN à partir de notre culture de cytogénétique. Les SNP array vont nous permettre de visualiser les CNV, les copy number variation, donc les pertes ou les gains, avec une résolution de taille qui est très nettement supérieure au karyotype. Et de plus, on va pouvoir visualiser les pertes d'hétérozygosie qui pourraient être importantes parce qu'il y a des zones qui sont soumises à LOH et qui peuvent entraîner en fait des mutations bialléliques de gènes du fait de ces pertes d'hétérozygosie. Les SNP array, en revanche, ne voient pas les anomalies équilibrées, donc les translocations qui génèrent des gènes de fusion. Mais ces translocations avec gènes de fusion sont moins nombreuses dans les SMD que dans les LAM, d'où l'intérêt de faire des SNP dans les SMD. Donc le principe général, c'est qu'on va utiliser en fait le polymorphisme des nucléotides qui sont tout au long du génome et en pouvoir comme ça comparer l'ADN tumoral par rapport à un profil normal. Donc on passe notre ADN sur des puces avec des jeux de fluorescence qui vont nous permettre d'étudier l'intensité de la fluorescence et le type de fluorescence qui vont renseigner en fait sur la quantification de l'ADN de l'échantillon et sur des approches de génotypage afin de définir en fait de quel type d'anomalie il s'agit et de préciser le pourcentage de cellules qui sont atteintes par l'anomalie observée. Donc en clair, en fait, on obtient ce qu'on appelle une intensité de fluorescence qui est exprimée en log ratio, donc après un traitement bioinformatique des données, qui va nous donner une idée en fait si on a un gain ou une perte de matériel le long du génome. Et puis en bas, vous avez la répartition du BAF, du barrier frequency, qui permet de voir en fait à la fois le pourcentage de cellules qui sont touchées par l'anomalie et si on a un phénomène de perte d'hétérozygosie. Donc c'est l'analyse simultanée de ces deux profils qui vont nous permettre de définir ce qu'on voit. Donc on obtient ce que vous avez à droite, donc ce qu'on appelle la karyotype moléculaire. Donc le logiciel interprète des anomalies qu'on va aller vérifier ensuite une par une et rendre selon des critères bien précis. On va voir si on les retient ou si on ne les retient pas.
Donc la place pour les SNP, là, en résumé, donc c'est une analyse de génome entier avec une très bonne résolution. Ça nous permet de voir, par exemple, dans les LAM, les duplications de KMT2A ou MLL qui peuvent faire à peu près 25 kb. Donc les points faibles, c'est qu'il y a une limite de détection. Il faut qu'environ 30% des cellules étudiées portent l'anomalie pour qu'on puisse sortir ça en SNP. Et puis ça ne marche pas quand on fait des études sur des gens qui ont été allogreffés, parce qu'il y a des grosses interférences et on n'y comprend plus rien. La place pour les SNP dans les SNP arrays, la place des SNP dans les SMD, pardon. Donc on se repose évidemment sur des gros travaux, et en particulier le Cancer Genomic Consortium américain, avec des critères de définition. Donc nous, au laboratoire, donc depuis 2022, on a fait à peu près 100 SNP pour des SMD. On est informatif dans à peu près 28 à 30% des cas. Donc on met en évidence de nouvelles anomalies qui vont permettre de reclasser la myélodysplasie, le syndrome myélodysplasique, avec la mise en évidence d'anomalies qui vont avoir une valeur diagnostique. Donc, on reclasse le risque du patient. Donc, quelques exemples. Une patiente jeune, 40 ans, le karyotype était normal. Elle avait un SMD EB2. On la passe en SNP array et en fait, on voit un profil complexe avec des délétions du 5, du 7, du 13Q. Donc, elle passe d'un bon pronostic à un pronostic très défavorable. Voilà, un autre patient intéressant, un patient jeune, une anémie très sévère, myélogramme, pas de signes suffisants pour vraiment faire un diagnostic de SMD. Le NGS myéloïde était normal. On le passe en SNP et en fait, on a une petite délétion de 9 mégabases qui implique la zone 5Q32.33, qui implique un des gènes de la zone minimale de délétion qui est RPS14. Donc cette anomalie a permis de poser le diagnostic de SMD de faible risque. Le patient a pu être pris en charge comme tel. Un autre exemple, un patient qui avait une del13Q isolée au karyotype, et en fait sur SNP array, on a une délétion de petite taille qui cible EZH2, qui est un locus sur le bras long du 7, donc qui reclasse le patient, qui passe d'intermédiaire à défavorable. Donc en pratique, pas de tube supplémentaire. On fait notre analyse sur le prélèvement, soit d'ADN de biomol ou le clocytogénétique. L'indication du SNP est rajoutée par les praticiens génétiques, avec discussion avec les cliniciens si besoin. C'est une technique un peu longue. On fait 7 échantillons par série, une série toutes les 2 semaines. Le délai de rendu de résultat, il est 2-3 semaines après le résultat du karyotype. Et c'est facturé sur la liste complémentaire. Voilà. Donc un petit mot très rapide, je vais me tirer les foudres d'Aspasia, mais quand même parce qu'on avait intitulé notre topo sur donc l'importance des scores cytogénétiques et génétiques pour la prise en charge thérapeutique. Donc grosso modo, on a les SMD de faible risque ou de haut risque. On tient toujours compte, bien évidemment, de l'âge et de l'état du patient. Selon le risque RIPSS, de la profondeur des cytopénies, on va pouvoir donner des agents stimulants de l'érythropoïèse ou de la thrombopoïèse. Éventuellement du lénalinamide. Si on n'a pas de DEL5Q, ça fait des agents stimulants EPO, GCSF. Et puis on fait un support transfusionnel en fonction des différentes cytopénies associées. On peut bien évidemment inclure des patients dans des essais cliniques. C'est toute l'importance du GFM de pouvoir proposer à ces patients des essais pour améliorer leur survie. Et puis à l'opposé, quand les patients sont dans un risque IPSS élevé, donc on va changer de type de thérapeutie, proposer des agents déméthylants, des chimiothérapies intensives en fonction de la blastose, de l'état du patient, des associations de Vidaza Veneto, surtout participer à des essais cliniques. Et comme le rappelait tout à l'heure Aspasia, le seul traitement qui serait véritablement traitement curatif efficace, ça serait l'allogreffe de moelle osseuse, s'il y a un donneur identifié, avec un timing selon la sévérité de la maladie et selon bien sûr le type de patient. Voilà, je n'approfondis pas plus sur le traitement, c'était juste pour vous dire qu'on ne fait pas toutes ces descriptifs génétiques pour le plaisir, mais qu'il y a des sanctions thérapeutiques qui sont extrêmement précises à la suite. Je vous remercie. Merci Benoît, merci Dominique. C'était un peu plus long que prévu, mais important à savoir. Maintenant, c'est à Liana de venir nous parler de l'ANAPAT.
Bonsoir, je suis Liana Verissessan, je suis pathologiste et nous intervenons plus rarement que les cytologistes et les cytogénéticiens dans le diagnostic d'un syndrome myélodysplasique. Alors parfois on est utile et on est utile quand lorsque la ponction sternale s'est avérée pauvre, soit parce qu'il y a une fibrose médulaire, soit parce qu'il y a une aplasie médulaire. Et là, le myélogramme ne permet pas d'avoir un nombre suffisant de cellules à évaluer. Rarement, on fait des biopsies, plus fréquemment, les biopsies ostomédulaires qu'on reçoit au laboratoire sont dans le cadre d'un bilan d'extension d'un lymphome ou évaluer la cellularité post-chimiothérapie. Il y a quelques avantages par rapport au myélogramme quand on regarde une biopsie ostomédulaire. On a un peu plus d'informations concernant la cellularité médulaire globale et la topographie des différents lignées hématopoïétiques et s'il existe ou non une fibrose médulaire pour pouvoir la grader. Je pense que c'est un facteur de risque dans l'évolution de ce type de maladie. Par contre, nous ne pouvons pas faire une analyse cytologique aussi fine que les cytologistes parce qu'on ne peut pas voir les précurseurs granulocytaires. Surtout, on est relativement bon pour les mégacaryocytes, mais pour les granulocytes, on est assez mauvais. Et évidemment, la biopsie ostomédulaire, c'est un geste très douloureux et un peu anxieux pour le patient. Alors, qu'est-ce que c'est une biopsie ostomédulaire? En fait, on essaie d'amener un fragment osseux qui doit comporter la médulaire. Vous voyez la flèche qui montre la lettre B, donc elle doit être assez profonde. Et de ce fait, la technique doit être réalisée par un prélèveur qui est expérimenté. Parce que si on s'arrête au niveau de la lettre A, en histologie, on va avoir que la corticale qui n'a pas d'intérêt à être analysée au microscope. Souvent, le site de prélèvement, c'est la crête iliaque postérieure. Rarement, on a des biopsies au niveau de sternum, mais ça, c'est plus dans les lymphomes faits par des chirurgiens. Parfois, ils tentent les chirurgiens thoraciques. Alors, le prélèvement du coude doit être fait de façon perpendiculaire à la corticale, assez profond pour amener de la médulaire, et il doit faire au moins 15 mm de longueur, ce qui n'est pas toujours très simple à réaliser. Une fois que le fragment est obtenu, il est mis dans du formol, transmis au laboratoire de pathologie, où il sera soumis à une décalcification avec un décalcifiant lent pour préserver la qualité d'ADN et d'ARN, ce qui prend à peu près 48 heures. Après, une autre technique sera l'inclusion en paraffine et au bout de 3 jours à peu près, on a les lames à analyser au microscope. Alors, le pathologiste, il doit réaliser de façon très systématique et très méthodique une analyse de la biopsie ostomédulaire qui doit comporter tous ces secteurs. On commence par voir une vue d'ensemble de la biopsie. Est-ce qu'on a des espaces médulaires? Est-ce que leur nombre il est suffisant? Est-ce que la biopsie apporte des espaces médulaires profonds pour bien analyser la cellularité? Qu'est-ce que c'est la cellularité quand on parle dans nos comptes rendus? Elle représente le pourcentage de cellules hématopoïétiques par rapport aux adipocytes. Donc, on va évaluer ça. Il faut savoir que cette cellularité, elle est dépendante de l'âge. Donc, c'est essentiel de connaître l'âge du patient quand on analyse la biopsie ostomédulaire. Après, on va regarder la distribution de la biopsie ostomédulaire. On a des différents espaces, donc toutes les zones, un peu les trous que vous voyez dans la partie B. On va regarder si cette cellularité, elle est homogène d'un espace à l'autre ou elle est variable. Ça joue dans notre diagnostic. Une fois qu'on a établi la cellularité médulaire, on va commencer à regarder les cellules hématopoïétiques ligne par ligne. Et pour chaque ligne, on va décrire où elle est localisée. Est-ce que les précurseurs sont dans la topographie à laquelle on s'attend à les retrouver ou non? Est-ce que leur morphologie, elle est normale ou non? Bien évidemment, il ne faut jamais oublier qu'une maladie peut en cacher une autre. Donc, on peut avoir des pathologies myéloïdes associées à des lymphomes, à des plasmocytomes. On a des mastocytoses qui sont associées. Donc, tous ces éléments, il va falloir qu'on les regarde dans la biopsie ostomédulaire et qu'on les décrit, qu'on les analyse pour pouvoir après les intégrer.
Et en dernier, on va regarder le tissu de soutien, donc la trame de réticuline, voir si elle est bien, si elle est épaissie. Donc dans ce cas, on va parler d'une fibrose médulaire qui est différente de la maladie myélofibrose médulaire. Donc, c'est deux choses complètement différentes. On va dire, OK, il y a une fibrose, on va essayer de la grader avec différents grades plus agressifs. Le tissu adipeux et après, la présence ou non d'autres anomalies. Par exemple, on peut retrouver des dépôts d'amyloïdes dans une biopsie ostéomédulaire, mais si on ne regarde pas, on peut très bien passer à côté. Ça, c'était juste pour vous montrer ce que ça fait une biopsie ostéomédulaire. Donc, vous avez au centre la moitié d'un espace médulaire. Tout en haut, vous avez la travée osseuse et après, les différents compartiments. Toute proche de travée osseuse, on va regarder, on retrouve essentiellement des précurseurs granulocytaires. Et ces éléments granulocytaires, elles vont maturer. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des éléments segmentés vers le centre de l'espace. En revanche, tout ce qui est lignée érythroïde et mégakaryocytaire, elle se retrouve plutôt vers le centre des espaces et la lignée érythroïde va maturer vers les travées osseuses. Donc, dans une pathologie myéloïde, souvent cette topographie elle est modifiée. Vous avez en haut à droite des érythroïdes, donc souvent regroupés, souvent de petites amas interstitielles qu'on reconnaît facilement dans une histologie standard parce que ça fait des petits ronds avec des noyaux très très plaqués bleus, faciles à reconnaître. Et en haut à droite, vous avez des mégakaryocytes, c'est des grands éléments avec un cytoplasme abondant et des noyaux hyper segmentés. On a l'impression qu'il y a plusieurs noyaux, mais en vrai, c'est un seul noyau. Tout en bas à droite, du coup, vous avez des grands éléments qui, si on est un peu inexpérimenté, donc les internes en première année, ils vont souvent dire qu'il s'agit des mégakaryocytes, mais en vrai, c'est des ostéoclastes. Donc, il ne faut pas prendre ça pour quelque chose de pathologique. Et ici, en bas, vous avez les deux travées osseuses qui sont, si vous regardez bien, vous avez l'impression qu'elles sont recouvertes d'une petite couche des cellules un peu aplaties, une ligne un peu droite. Ça représente des ostéoblastes et pas du tout des éléments immatures granulocytaires. Dans les syndromes, dans les néoplasies myélodysplasiques, on a la même méthodologie d'analyse d'une biopsie ostéomédulaire, sauf que nous, on n'est pas si poussé pour la morphologie parce que vraiment, on est très, très mal pour l'analyse de la lignée granulocytaire. On ne peut pas voir, comme les cytologistes, tous les différents précurseurs, les différents types de cellules, on n'y arrive pas. Par contre, on va regarder la topographie cellulaire et notamment si on a des éléments, des précurseurs en position anormale. Par exemple, la présence des précurseurs intravasculaires, ce qu'on appelle les ALIP, c'est un signe de néoplasie myélodysplasique. Où sont situés ces éléments? Et comme les biologistes, on va regarder si les anomalies observées dans les différentes lignées cellulaires, elles sont présentes dans au moins 10% des éléments de cette lignée ou plus. Ce seuil-là, elle est assez acceptable et consensuel parmi les pathologistes pour les lignées granulocytaires et érythroïdes, mais pas trop pour les mégakaryocytes. Il y a de plus en plus des experts qui disent que les atypies retrouvées au niveau des mégakaryocytes doivent être présentes dans environ 30% des mégakaryocytes et pas forcément 10%. C'est discutable, mais voilà. Parfois, on peut retrouver des sidéroblastes. Là, vous avez un cas que j'ai eu il y a 2 semaines où j'ai fait une coloration de pulse et vous voyez bien que, il y a des petits ronds un peu roses et tout autour, vous avez des petits points un peu bleus normalement sur le microscope qui sont situés au niveau des érythroblastes et pas dans les macrophages. Donc ça, c'est un signe de myélodysplasie. Pareil, je pense qu'on doit avoir à peu près dans 15% d'éléments. Si on voit une par-ci, par-là, c'est pas forcément, ça justifie pas forcément la pose d'un diagnostic de myélodysplasie. On va regarder comme les cytologistes s'il existe des blastes. Est-ce qu'on voit ces blastes en histologie standard? Si on les voit, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont isolés? Est-ce qu'ils sont regroupés en petits clusters?
Si on les a vus en histologie, on est obligé de confirmer vraiment leur existence par une technique d'immunohistochimie, notamment avec l'anticorps anti-CD34. Il faut savoir qu'il y a des blastes qui n'expriment pas cet anticorps. Donc, ce qu'on fait dans ces cas, on regarde souvent les résultats du myélogramme, mais on voit s'ils ont fait un immunophénotypage, est-ce qu'ils ont trouvé des blastes, ils n'ont pas trouvé de blastes. On va aller chercher les copains pour demander qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux caractériser ces éléments. Si on confirme qu'il s'agit bien des blastes, on va essayer de donner leur pourcentage. Il faut savoir que dans une biopsie osteomédulaire, on va retrouver tout le temps des blastes. On a à peu près 2% de blastes à l'état normal, donc il ne faut pas s'inquiéter. On commence à s'inquiéter quand leur nombre dépasse 5%. Mais pareil, c'est une approximation parce que nous, on ne va pas compter les cellules comme les cytologistes. On a une vue d'ensemble et on va faire une sorte de comptage eyeball. Enfin, on va regarder, on va dire à peu près 5%. Donc, à chaque fois qu'on est au niveau de seuil, on est très embêté. Donc, et on montre à nos collègues, est-ce que tu penses que ça dépasse 5%, ça dépasse 10%? Est-ce que les cytologistes, ils ont mis combien? Et en dernier, on va regarder la fibrose. Juste quelques images. Par contre, on est très bon pour la dysmégacariopoïèse, on n'en a pas. Ça, on n'a pas de problème. Vous avez en haut un mégacariocyte où vous voyez plusieurs petits noyaux. Il y a une grosse cellule avec beaucoup de cytoplasme un peu rose. Et si vous regardez, vous avez des petits ronds. Mais ils sont isolés. Donc, les noyaux, ils sont fragmentés. Ça, c'est un signe. Ici, en haut, vous avez plein de mégacariocytes qui sont très pléomorphes. Vous avez des éléments plus petits, des éléments plus grands. Leurs noyaux, ils ne sont pas segmentés. Parfois, ils sont fragmentés. Vous avez un grand noyau. Donc, le noyau, c'est le rond, un peu bleu dans un cytoplasme éosinophile. Ici, en bas, vous avez des mégacariocytes, micro-mégacariocytes. Elles sont toutes petites avec le cytoplasme peu abondant. Éosinophile, si vous comparez ces petites cellules avec les cellules qui sont dans l'image au milieu, vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus petites. Les micro-mégacariocytes, c'est assez caractéristique d'un syndrome myélodysplasique et pour nous, ça nous attire l'œil et on va dire, il y a quelque chose qui se passe. On peut les mettre en évidence par un anticorps spécifique. Après, on regarde les blastes. Donc, quand elles sont regroupées, on va parler soit des agrégats, vous avez tout en haut, si on retrouve 3 à 5 éléments. Dans ce cas, on va parler d'agrégats. Si on a plus de 5 éléments, on va parler de clusters. Parfois, l'infiltration médulaire, elle peut être plus importante, vraiment massive, avec des plages entières. Mais dans ce cas, c'est plutôt une leucémie. On les met en évidence avec l'anticorps anti-CD34. Là où vous avez les flèches, c'est des petites blastes isolées. En milieu, vous avez des petits agrégats parce que vous avez 4 éléments ou 3 éléments. Et il faut faire toujours attention parce que l'anticorps anti-CD34 peut marquer aussi les mégacariocytes. Dans l'image au milieu, vous avez une grosse cellule qui est marquée. Donc, en fait, c'est un mégacariocyte et pas un blast. Alors, je pense que vous avez déjà entendu assez sur les 2 classifications qu'on utilise. Les recommandations en anapath, c'est d'utiliser les 2. Globalement, quand vous les regardez de façon plus approfondie, vous allez vous rendre compte qu'elles sont à peu près pareilles. Il y a très peu de différences. Il y a l'OMS qui va dire néoplasie myélodysplasique, l'ICC qui va dire syndrome myélodysplasique. L'OMS qui met la présence de la blastose, d'une blastose dans l'intitulé de l'entité. L'ICC, il dit c'est pas la peine. L'OMS qui va garder le syndrome myélodysplasique avec excès de blast et l'ICC qui va dire SMD et l'AM. Globalement, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut faire en anapath, il faut bien décrire nos comptes rendus, ce qu'on voit, et mettre les 2 comptes rendus. Après, les 2 classifications, après, c'est aux hématologues de se débrouiller pour les inclure dans des différents protocoles. Je vais juste vous présenter 2 cas pour illustrer que parfois la biopsie ostéomédulaire peut être utile dans la prise en charge de ce patient. Il s'agit d'un homme âgé de 40 ans, sans antécédents notables, qui présente une fatigue.
ce qui l'amène à faire un bilan sanguin qui découvre une anémie macrocytaire régénérative avec un taux de PE qui est très élevé, mais un taux normal de leucocytes et des plaquettes. Il n'y a pas de carence vitaminique. On fait un premier bilan avec un myélogramme qui montre quelques signes de dysmyélopoïèse insuffisants pour affirmer un SMD, avec une petite blastose alentour de 4%, pas plus. Le karyotype, le NGS, il est normal, il n'y a pas d'anomalie. Le patient, il ne va pas très bien avec son anémie, il va avoir des transfusions et au final, on dit, on refait le bilan pour voir ce qui se passe. Et cette fois-ci, on met en plus une biopsie ostéomédulaire. Que là, voilà. Tout en bas, au centre, vous avez le tronçon biopsique. Les autres fragments, c'est des cailloux hémorragiques sans intérêt. Quand on regarde en haut, vous allez voir que la biopsie ostéomédulaire, elle est peut-être un peu moins cellulaire que d'habitude vu l'âge, mais globalement, la présence des éléments cellulaires, c'est assez homogène. Vous n'avez pas des espaces vides et d'autres plus cellulaires. Quand on s'approche, on va voir qu'on a surtout des mégakaryocytes qui sont un peu hypolobés, qui ne sont pas très grands, pas segmentés, avec un grand noyau un peu arrondi, ovalaire, parfois excentré, parfois regroupé. Là, vous avez des toutes petites, je suis désolée, je n'ai pas de pointeur. Et on décide de faire un anticorps tout en bas, le CD42B, et on est surpris du fait qu'on a beaucoup plus de mégakaryocytes qu'on s'y attendait en histologie standard. Vous voyez les petits points un peu marrons, c'est des mégakaryocytes. Elles sont très nombreuses. Normalement, on a à peu près 9 par espace, mais là, on a vraiment beaucoup. L'anticorps CD34 met en évidence qu'effectivement, on a quelques blasts, plutôt isolés, pas beaucoup, ça ne dépasse pas 5%. Comme il n'y avait pas, parce qu'on a regardé le dossier, il n'y avait pas d'anomalie en cytogénétique, il n'y avait pas de signes suffisants pour faire un SMD en myélogramme. Le NGS, il y avait un petit doute sur un RAS, je pense, muté, mais finalement, il n'a pas été retrouvé, pas confirmé. Donc, pas d'anomalie. On ne sait pas trop quoi dire, mais quand même, on est un peu embêté parce que les mégakaryocytes, elles ne sont pas très bien. Et surtout, le gros noyau, enfin la grosse cellule que vous avez un peu au milieu avec beaucoup de cytoplasme et un noyau très rond, très dense et un peu périphérique, ça fait quand même évoquer une délétion 5Q. Mais comme on n'en a pas tout l'environnement qui va avec, on n'est pas très courageux. On va dire juste dysmyélopoïèse faisant suspecter une néoplasie myélodysplasique sans excès de blast. En RCP, le diagnostic retenu, c'est celui de cytopénie de signification indéterminée. Alors, ce n'est pas une cytopénie clonale de signification indéterminée puisqu'il n'y a pas d'anomalie. Mais il y a quand même une cytopénie, on ne sait pas trop quoi faire. Le résultat d'un karyotype tombe un peu plus tard. Et il y a une petite suspicion sur une délétion 5Q, mais qui n'est pas confirmée aux fiches. Entre-temps, le laboratoire de cytogénétique va commencer à faire la technique des SNI pareil. Le cas, il est passé pour valider justement la mise en routine de cette technique. Et elle confirme l'existence d'une petite délétion 5Q de 9 mégabases, je pense, mais toute petite. Vous avez compris, c'est le cas que Dominique elle avait montré tout à l'heure. Donc, le patient, il est repassé dans le RCP. Le diagnostic final, c'est celui de néoplasie myélodysplasique avec délétion interstitielle 5Q. Il va très bien pour l'instant, le patient, pas de souci. Il a fait un deuxième bébé, donc tout va bien pour lui. Le deuxième cas, il est moins joyeux. C'est un patient de 65 ans qui est suivi pour une maladie de Rondu-Osler avec un AVC ischémique en 2021. Il est diabétique avec une hypercholestérolémie et il se présente en urgence pour une hépatosplénomégalie avec bicytopénie et des LDH augmentés. Il n'y a pas de monocytose et l'imagerie réalisée met en évidence la présence de lésions ostéolytiques osseuses, au niveau de l'angle mandibulaire de L1 et de L4. Le myélogramme, initialement, il était inaspirable. Un deuxième myélogramme a été réalisé qui met quand même en évidence la présence
1,5% de blastes et des grandes cellules atypiques difficiles à caractériser. Donc Sylvie, elle nous avait appelé en disant il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. La cytogénétique, elle était en échec et la biologie moléculaire, elle était en cours. On fait une biopsie ostéomédulaire de moins bonne qualité que la première fois. On a 2 fragments tout au milieu bien fragmentés qui semblent être infiltrés par quelque chose, mais qui est en grande partie nécrosé. Vous voyez en haut, on ne peut pas trop bien analyser. Il y a quand même un territoire où on voit quand même des cellules qui sont atypiques, mais franchement, on ne sait pas de quoi il s'agit. On a fait, je pense que 30 immunomarquages. On a éliminé les carcinomes, les lymphomes, les sarcomes, le mélanome. On a tout éliminé. À la fin, on s'est dit, on va faire un CD34. Hop. Et voyez bien que les cellules, elles sont en haut, très marquées par cet anticorps. Ce n'est pas une positivité de 100%, mais il y a quand même plus de 20% d'éléments atypiques qui sont marqués par CD34. Comme c'est un marqueur qui marque aussi les angiosarcomes, on a complété avec d'autres immunomarquages et on a éliminé quand même l'angiosarcome. Et en l'absence d'autres marqueurs épithéliaux, on a essayé même un CD33, mais il n'a pas marché. On a quand même proposé le diagnostic de prolifération blastique, CD34 positif, probablement correspondant à une leucémie aiguë myéloïde, mais non classable sur nos prélèvements. Voilà, malheureusement, le patient, il a décédé. Alors, pour conclure, en 2024, lorsqu'on a une suspicion de néoplasie myélodysplasique et on réalise une biopsie ostéomédulaire, cette biopsie ostéomédulaire s'intègre dans le cadre d'une démarche diagnostique. Comme anapathe, aujourd'hui, on ne peut pas poser le diagnostic de néoplasie myélodysplasique si on ne dispose pas des renseignements cliniques. Tout simplement parce que, par exemple, un traitement par facteur de croissance va donner des anomalies au niveau de la moelle. On sera amené à dire syndrome myélodysplasique alors que ce n'est pas le cas. On ne peut pas faire le diagnostic si on ne dispose pas de résultats de myélogrammes. Donc, on regarde toujours nos collègues. Si on n'a pas le résultat, on les appelle. On demande où le myélogramme il a été fait. On regarde si on a des blastes, quel est leur phénotypage. Ça peut nous aider, nous, en anapathe, à faire ce diagnostic. Et bien sûr, on regarde toujours le diagnostic de résultats de cytogénétique et de biologie moléculaire. On n'a pas le droit de dire syndrome myélodysplasique autrement. Merci. Merci beaucoup, Dr. Valérie-Cézanne. Je demande au Dr. Sylvie Dalifard de conclure notre présentation de ce soir. Oui, alors, comme je n'ai pas pu dire tout à l'heure ce que je voulais quand même rappeler que les syndromes myélodysplasiques, c'est des hémopathies du sujet âgé. Et donc, vous allez en voir de plus en plus parce qu'on vit de plus en plus vieux. L'incidence de 60 à 90 ans, ça passe donc de 2,2 à 56. Donc, cas pour 100 000 habitants et par an. Donc, il va y en avoir de plus en plus. Donc, c'est plutôt des hommes, mais pas tant que ça. Alors, bon, je suis quand même cytologiste. Je travaille, au cas où il y en a qui ne me connaissent pas, je travaille avec le docteur Gérard Buchonnet et aussi bientôt, enfin, il est déjà arrivé, Romain Ravel, qui va prendre ma suite, puisque j'ai l'âge fatidique qui arrive. Donc, ma question, je suis désolée, je suis cytologiste, alors j'ai dit, je vais parler un tout petit peu, pas trop longtemps. Est-ce qu'il y a un intérêt encore à la cytologie en cas de suspicion de SMD sur une ou plusieurs cytopénies? Alors, le myélogramme, c'est quand même une étude un peu globale, moins que la biopsie ostéomédulaire, évidemment. Mais quand même, parfois, ça peut arriver. On nous dit suspicion de syndrome myélodysplasique sur une neutropénie, puis en fait, à l'arrivée, c'est une leucémie à tricoleucocyte. Alors finalement, c'est peut-être, ça arrive rarement, je reconnais, mais quand même, c'est quand même un aspect un peu global des choses, donc c'est à rappeler. Donc je rappelle aussi l'importance de la qualité du frottis. Je suis désolée, mais pour les plus jeunes,
C'est vrai que c'est hyper important de nous faire quelque chose de correct, parce que si les mégakaryocytes, on les retrouve dans le sopalin, eh ben, on ne va pas les voir. Et donc, c'est important. De toute façon, on voit bien le problème. S'il y a un patient, il a 100 000 plaquettes et puis qu'il a 3 mégas sur le frottis, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, j'insiste là-dessus. C'est vraiment, je vous assure qu'on est malheureux quand on peut pas. Mais je comprends aussi des fois la difficulté. Donc la classification, effectivement, prend en compte la cytologie encore, le pourcentage des blastes, qui a une valeur pronostique, et les anomalies génétiques. Alors évidemment, tout ce qui intéresse en gros les cliniciens pour la cytologie, c'est le pourcentage de blastes. Alors on a bien essayé entre 1982 et 2016 d'essayer d'évoluer sur les anomalies morphologiques, et on parlait de SMD avec dysplasie multilignée, dysplasie unilignée, puis en fait, en gros, on se rend compte que c'est pas toujours facile. Déjà, quand les anomalies sont peu nombreuses, et puis surtout, c'est au niveau... Enfin, c'était pas pris en compte parce qu'on savait bien qu'il y avait une part de subjectivité. Hein. Alors, on dit 10%, les fameux 10%. Mais comme écrit la difficulté, parfois les anomalies sont trop discrètes. Alors je vais vous dire que ce soit 11 ou 9%, c'est pas aussi mathématique que ça. Enfin voilà. Alors pour les mégas, c'est effectivement, même pour nous, c'est plus facile parce que c'est des grosses cellules, sauf quand c'est des micro-mégakaryocytes, et c'est à ce moment-là, c'est pas de la taille d'un myélocyte. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est important de reconnaître que c'est pas toujours facile, même si effectivement Monsieur Flandrin, parce que Monsieur Flandrin, il est décédé désormais, mais ça c'était notre cytologiste référent, notre maître comme on disait. Et donc c'est dans ces cas-là, on est bien content d'ailleurs tout le temps d'avoir des analyses génétiques. Les moelles pauvres, alors j'ai résumé, hein, désolé, par hypoplasie ou fibrose, mais c'est très bien d'avoir rappelé tout ce qu'on peut voir sur une biopsie ostéomédulaire, tout l'immunomarquage aussi que vous faites. Là, il y a quand même un manquant là dans le plan, c'est l'immunophénotypage. Et en fait, bon, le truc, c'est que c'est pas encore utilisé de manière standardisée. Et donc ici, on peut le faire. Par exemple, il y a des fois, je pouvais être gênée parce que je voyais bien que les cellules, elles étaient un peu lymphoïdes, un peu lymphoblastiques. Et puis en fait, c'était des hématogones. Donc des hématogones, c'est des proliférations polyclonales de B, de lymphocytes B. Et donc, il ne s'agit pas d'aller compter avec les blastes, alors qu'en fait, c'est des hématogones. Donc, à ce moment-là, notre pourcentage de blastes, il n'est pas très fiable. Donc, voilà. Bon. Donc, effectivement, les moelles pauvres par hypoplasie, c'est 15% des cas, a priori, je ne sais pas si je me trompe, enfin, ça a été rajouté aux classifications, cet aspect de SMD avec fibrose. Voilà, alors, non, je n'ai pas fini. Oui, alors, un truc très important, c'est que dans l'OMS, il est bien dit, noir sur blanc, qu'il est indispensable. On ne peut pas faire un diagnostic de SMD si on n'a pas les renseignements concernant le traitement. Et notamment, alors effectivement, malgré tout, le GCSF, ça va faire augmenter les blancs. Donc à ce moment-là, ce n'est pas un SMD, parce que normalement, si on a plus de 13 000 blancs, c'est plus un SMD. Voilà. Mais bon, alors là, le truc, le piégeux, c'est si on ne nous dit pas si le patient est sous Immurel. Là, il y a eu des pièges parce qu'on ne nous l'a pas dit. Alors, je vous épargne comment ça s'est passé pour qu'on ait fini par savoir, mais la première fois, on ne nous l'avait pas dit. Voilà. Donc, en plus, l'entièreté de l'hémogramme, effectivement. Bon. Ah, c'est bon, pardon. L'entièreté, parce que c'est bien de dire aussi l'ensemble, puisqu'il peut y avoir une monocytose, et à ce moment-là, s'il y a une monocytose et une myélémie, c'est une leucémie myostère chronique, enfin, s'il y a des cytopénies, etc. Mais enfin, il faut vraiment qu'on ait tout. D'où la coopération entre, effectivement, nos collègues de Becquerel et puis nous, au labo d'hémato, qui réalisons donc 50%
50% des myélogrammes que nous lisons viennent de Becquerel. Donc, je ne peux pas vous dire, je voulais regarder la proportion de patients qui ont un SMD, mais je n'ai pas pris le temps. Voilà. Donc, alors, cette histoire de blast, un seuil de blast est arbitraire, je rappelle quand même, 5%, 10% pour dire EB1, EB2, et ne reflète pas la continuité biologique naturelle inhérente au mécanisme pathologique myéloïde. Le décompte des blasts, il est quand même sujet à des variations et à une évaluation subjective. C'est vrai qu'on est content de se dire « Ah oui, bah là, on a les blasts ». Oui, sauf que vous allez voir un peu plus loin que ça n'est pas si évident que ça, la précision. Alors, on fait au mieux, on compte sur 500 cellules, mais bon. Il n'y a pas de gold standard pour le décompte des blasts. Donc, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà, c'est juste, là, chaque fois je la montre, celle-ci, c'est la table de Rumck qui, vous voyez, c'est entouré de rouge et de là où c'est important, c'est-à-dire que vous avez à gauche le chiffre 5, par exemple 5% de blast, puis suivant que vous comptez sur 100, 200, 500, 1000, au fur et à mesure, la précision augmente. Enfin, vous voyez que même à 1000 cellules, vous avez pour un seuil de 5%, vous pouvez trouver 3 ou 7%. Donc, c'est vrai que l'imprécision, elle est inversement proportionnelle au nombre de cellules comptées. Donc, c'est bien de... Voilà, bon, écoutez, je vous épargne ça, mais puisque vous l'avez déjà vu, je ne sais pas combien de fois. Mais bon, alors moi, je vais vous dire une chose, c'est que donc, je suis cytologiste. Alors, voir l'ADN de l'éléphant, c'est bien, mais voir l'éléphant, c'est très bien aussi. Donc, c'est ce qu'avait dit Monsieur Flandrin il y a 20 ans déjà. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même... voilà. Donc là, je suis cytologiste, je vous parle de cytologie, mais enfin, en tout cas, on a eu des beaux exposés parlant de génétique et d'anapathie, etc. Voilà. Bon, j'ai rien à dire d'autre. Merci beaucoup, Dr. Daleta. Bon, merci à tout le monde, à tous les présentateurs de ces excellentes présentations. On comprend un peu mieux maintenant la biopathologie des dysmyélopoïèses et des néoplasies myélodysplasiques. Maintenant, peut-être il y aura des questions parmi l'assistance. Il est vrai que les présentations étaient très complètes, très détaillées, un peu pris dans le temps, mais bon. Il n'y a pas sur virtuel, non? Bon, ben écoutez, on va considérer que tout était clair. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci.